Bah écoute, on est parti sur le vélo. Ouais, eh ben, on va déjà revenir, je pense déjà le Paris-Nice et puis sur le Tirreno Adriatico qui aujourd'hui Ouais. s'est passé, fallait pas être frileux, Non, fallait pas clairement. être frileux, Hein. fallait pas aimer Il y a eu le quoi? soleil. Ouais, il y a eu, il y a eu pluie, il y a eu grêle, il y a eu même l'arrêt sur le Paris-Nice, hein, la course elle s'est neutralisée un moment parce que c'est vrai que c'était dantesque les conditions. Bah c'était Euh, giboulé de Mars quoi. ah c'est ouais, bah on est en plein dedans du coup, donc c'était pile ça. Donc on a eu quand même des petites surprises pour moi sur le Paris-Nice parce il y a eu la belle prestation surtout de ce que je vais retenir de Lenny Martinez qui moi personne m'a vraiment impressionné. Ouais, J'avais beaucoup d'espoir il y a 2 ans sur Lenny oui. en me disant ah, on a enfin un espoir en France dans le vélo On en et parlait un petit peu là puis en ouais, antenne. et puis finalement, en parlant un petit peu avec des passionnés de vélo aussi, bon, visiblement c'était pas non plus un si grand espoir que ça. Non, 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 il s'est un peu effondré quand il était à la FDJ. Mais malgré tout, il a été flairé par la Bahreïn Victorious. Il est parti à la Bahreïn. Moi, voilà, je pense que d'ici pas cette saison, c'est trop frais, puisqu'il vient juste de migrer. Mais je pense que saison prochaine, on peut commencer à le voir envisager un podium sur un tour. Ouais, ce que tu me disais tout à l'heure justement de viser un podium sur le tour, c'est sur quoi? Sur les 2 prochaines années, tu penses hein? 2026, 2027, ouais. Ok. Bah, Pas 2025, je pense que c'est trop frais. Il a besoin de se faire la main aussi à la Bahreïn. Mais la Bahreïn étant une grosse armada Il y a qui. du monde quand même devant. Ouais, mais justement, ils visent un peu sur l'avenir. Ils ont toujours eu ce truc-là. Et puis, ils ont besoin de leur talent, de leurs jeunes talents, parce qu'ils n'ont plus de jeunes talents, en fait. Comme la Visma a pu l'avoir avec C'est un vrai. Vingegaard et puis un Pogacar chez l'UAE, qui était un très jeune talent. Donc, ils ont besoin de capitaliser sur un profil un peu comme ça. La Lenny Martinez, grimpeur, endurant. Et donc, du coup, de pouvoir l'emmener et l'amener vers du podium, quoi. Donc vraiment, tu penses vraiment que sur les prochaines années, on peut le voir Bah, je pense qu'on va le parce voir que percer. bon, on est un petit peu chauvin avec nos Français, mais il y a pas que Lenny qui a, on va dire, dans les mêmes potentiels maillots blancs. Parlons même de maillot blanc. Maillot blanc, alors maillot blanc sur un tour, peut-être même Il y a quand même du 2025, monde. tu vois. Il Ouais, y a quand même du monde. il y a du monde, mais c'est vrai qu'il avait quand même un gros potentiel qui n'a pas été très bien exploité par Marc Madio. Après, on va pas faire un débat sempiternel sur est-ce que Marc Madio Ouais. devrait pas raccrocher et suivre la voie de Patrick Lefebvre du côté de la Quick Step. Il était temps que ce mec un peu vieille école et un peu plus que toxique, mais avec de l'emprise sur ses coureurs, bah, quitte un peu le circuit. Voilà. Donc Marc Madio, en plus Marc Madio a du mal à accepter la place du cyclisme féminin. Ben voilà, c'est compliqué. Marc est vieillissant. Il y a une vidéo lunaire, je suis tombé Ah dessus ouais, ouais. Avec Jenny Longo, Ouais, une vidéo qui a 30 ans. Déjà, il y a 30 ans, il n'y avait rien calé. Où il disait oui, les femmes qui font du vélo, c'est moche. Enfin, mais Marc. Et il était invité, je crois, sur Bistro Vélo sur Eurosport et il a. Alors, je sais plus si c'est sur cette émission, il a parlé justement de Pogacar. Et il disait justement qu'il détestait Pogacar et que ce genre de cycliste Ouais, pourrissait un peu l'image du sport parce qu'il était trop fort. voilà, Bon, super. c'est Marc Madiot. Pour continuer sur le Paris-Nice, on a parlé de Lenny Martinez parce qu'il y a eu aussi l'abandon de Buitrago Ouais, en tout début d'étape qui pour le coup est le leader de la Bahreïn Victorious. avec Peyo Bilbao. Moi, tu vois, je pensais vraiment que ce serait plutôt Peyo Bilbao qui sur ces dernières années quand même. Ouais. Puis il a quoi, 35, 36 Ouais, Peyo Bilbao. bah, c'est plus un leader, hein. Et ouais, mais c'est sur ces dernières années, je trouve que c'est quand même celui qui a quand même bien montré le maillot. Oui, En tout cas, notamment sur sur les le Tour gros tours. 2023 Ouais, au Pays Basque. chez lui. Ouais, chez lui, ouais, il avait fait grosse sensation. Mais donc, ouais, plus de Buitrago, donc c'est clairement Chanly pour Lenny. C'est le moment de montrer, d'abattre ses cartes et de Ouais. montrer de quoi il est capable en fait. Est-ce que ça peut, selon toi, son résultat sur ce Paris-Nice se jouer sur le reste de la saison et sur ses objectifs à venir sur cette saison 2025? Alors attends, moi faut que je regarde le GC du Paris-Nice parce que là je l'ai pas dans la tête. Où est-ce qu'il en est
Alors, si je ne dis pas de bêtises, il est 5ème. D'accord. C'est Vingegaard Qui vient prend de le maillot prendre, jaune. parce que au départ ce matin c'était Matteo Jorgensen. C'était Jorgensen. Vingegaard fait 2ème derrière Almeida. Ok. Almeida du coup se replace dans le classement mais ne prend pas le maillot. Donc Mais Almeida et Kerr Vingegaard a priori. sur la ligne, vraiment Sur la ligne, ouais. sur la ligne, ça s'est joué sur les dernières hectomètres c'était un sprint, hein. Clairement Ouais. c'était un sprint à la fin. Et il lui a mis sur la ligne, hein. Et puis d'une vitesse il est arrivé vraiment comme une balle. Après moi celui qui m'épate là c'est quand même Merlier. Hein. Ouais, en termes de sprint Ouais, aujourd'hui. en on termes a- de sprinter, Tim Merlier est quand même ultra dominateur. Il remporte quand même les 2 premières étapes coup sur coup d'une manière avec la manière. Après tu me disais Buitrago Ouais, donc Buitrago qui est out. Qui est out, donc les champs libres pour Lenny. Celui aussi qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est Pedersen. Et alors ça on en parlait aussi juste avant il a l'étape. fait éclater, il a vraiment fait éclater tout le monde au moment où vraiment ça a accéléré. Il a pris le peloton pour lui, puis il a vraiment fait éclater tout le monde. Je pensais pas que Pedersen serait capable de faire ça. Alors Pedersen pour moi il est en train de s'orienter sur un profil à la Tim de Klerk. C'est ce que je te disais Ouais. avant l'émission. Il a quand même un très gros gabarit. Il est capable de développer des watts pendant très longtemps. Mais vraiment très longtemps, vu qu'il était quand même sprinter, c'est capable de monter très haut. Et il est capable d'emmener, et avec son gabarit, de mettre à l'abri tout son train. Et donc son train n'a plus qu'à suivre, et du coup, si son train est bien équipé et bien fait derrière, toute l'équipe peut serrer, s'ils se mettent à faire des relais, avec un temps où il y a du vent et des choses comme ça, faire claquer des bordures, ça peut devenir très intéressant Ouais. si la Lidl Trek est capable de l'exploiter. Autrement que simple sprinter Ouais. ou coureur de classique. Je sais pas s'il en a déjà gagné des classiques. Oh, Je pense que oui. Je pense que si, J'ai je pas pense son que si. palmarès en tête, mais, Oui, Mats Pedersen, je son pense qu'il y a quand palmarès. même quelques victoires. Mats Pedersen. Palmarès. Attends, hop. Bah, il a été, a priori, il a été champion du monde jeune. Donc ça c'est quand même déjà pas rien. Champion du monde sur route en 2019, champion du monde, voilà, c'est quand même pas rien comme palmarès. Sinon la Ganvevel Game en 2020 et 2024, voilà, c'est bien ce que je me disais dans les classiques. Le Tour d'Espagne, le classement par points en 2022, donc c'est pas assez. Oui, il a quand même un joli palmarès, hein, c'est pas bon palmarès, mais on pourrait pas le pas un qualifier comme coureur de classique. Non, c'est Non, pas forcément. quoique après un championnat du monde en 2019, ça ressemble à de la classique, c'était promu au sprinter, mais c'est pas trop un puncher. Mais il est quand même, pour arriver à faire un sprint massif, il faut quand même être là. Souvent, les étapes qui finissent au sprint massif, c'est des étapes qui vont vite. En peloton serré, on l'a vu l'année dernière à l'arrivée à Saint-Amand-Montrond. Quand ils partaient d'Orléans, ils ont fait Orléans-Saint-Amand-Montrond en 3h45. Ça a tartiné quoi. Peut-être pas 3h45, ils sont partis à quelle heure? Si officiellement, ça doit être ça, 4h. Ils étaient partis quoi. Ils sont partis à 13h d'Orléans, ils ont dû arriver à 17h. Voilà. En 4h, ils avaient rallié Saint-Amand-Montrond. On a quand même des pelotons qui vont de plus en plus vite. Sur des courses en ligne promises aux sprinters, sur des étapes très plates. Donc, non, moi, ça m'étonne pas de voir un Mats Pedersen glisser tranquillement vers cette position, parce qu'il a quel âge maintenant? 29 ans, ouais, il a une encore un peu jeune ouais. C'est jeune pour le cyclisme. Ouais, c'est jeune dans le cyclisme, mais il va avoir 30 ans et donc du coup plus forcément à pouvoir se frotter aux meilleurs sprinters. On le voit, hein, c'est pareil, un Wout van Aert, c'est un profil qui a une trentaine d'années aujourd'hui. Pour qu'il gagne un Wout van Aert, il faut qu'ils aient réussi à enfermer un Jasper Philipsen ou un Fabio Jakobsen. Spécialiste sur Il a fini, je pense, Mats Pedersen, vu son gabarit et sa capacité, fini d'être spécialiste du sprint et s'orienter plutôt en très bon second couteau. Quoi. Toujours, ouais. on dit. Ouais, très impressionnant Pedersen, sur des pourcentages quand même qui n'étaient pas. Voilà, 2%, ça fait bien. C'est un mec qui finit le Tour de France, hein, donc il est capable de passer des bosses. Il a fait mal à la Movistar. Il y a eu 2-3 équipiers qui ont commencé à lâcher.
Donc très impressionnant. Et même une fois que tout a éclaté, je crois que c'est au moment où les premières attaques des leaders arrivent, où ça a commencé vraiment à s'éclater, il était derrière. Il n'a pas lâché, il s'est pas relevé, il a continué. Donc pour moi qui connaissais pas forcément Pedersen, j'ai été très impressionné par ce qu'il a fait aujourd'hui. Et en parlant de sprinter justement, on a eu sur le Tirreno Adriatico la chute de Jonathan Milan. Ok. Qui ça, c'est vraiment les nouvelles fraîches du jour. Hein. Ça, c'est les nouvelles fraîches du jour. Voilà. Et donc pour aujourd'hui, il aurait peut-être pu jouer la victoire. Parce que c'était pas très pentu et je pense qu'il aurait réussi à se mettre dans l'emballage final. Quand on voit que c'est Vandrame qui gagne, il y avait encore Ghana, il y avait Romain Grégoire. Donc Jonathan Milan aurait très bien pu s'accrocher et jouer la victoire. Il termine, je crois, avec 20 minutes. Donc il a pris un bon tir quand même. Il prend un beau tir. Il y avait notamment dans cette chute qu'il emmène Warren Scholl. Ok. Donc pas de Jonathan Milan sur cet emballage final. Et surtout je pense qu'on peut l'oublier pour le GC aussi, avec un tir à 20 minutes. Je pense que là pour le classement général c'était plus ou moins sûr qu'il irait pas à la fin. Mais demain il y a une autre étape qui aurait pu être intéressante pour lui. C'est de la moyenne montagne mais avec un final quand même assez plat. Ok. On a des alors je sais plus quel type de montagne c'est demain, s'il y a une première catégorie ou s'il y a du deuxième. Je pense qu'il doit y avoir une première catégorie. Mais ça commence direct avec l'étape de demain est assez intéressante sur les premiers kilomètres parce que ça commence direct avec une ascension. Ok. Mais ça finit, alors j'ai pas le nombre de kilomètres exact, mais ça finit vraiment sur un truc assez plat, qui aurait pu se porter, qui aurait pu être intéressant pour Jonathan Milan. Et je sais pas si justement après cette chute il va s'en remettre. Alors c'est souvent 48 heures plus tard que ça commence à faire mal. C'est pas forcément le lendemain les chutes, c'est plutôt à 48 heures qu'on a vraiment les vrais impacts, les bleus qui commencent à devenir gros dans les muscles et qui empêchent de se développer comme on voudrait, quoi. En tout cas, on a pris une bonne. Ouais. Donc on verra pour demain, on verra demain matin au réveil ou dans 2 jours. Mais pour demain, du coup, on ne sait pas s'il pourra être là à la fin. Il finit il finit l'étape d'aujourd'hui. Et puis pour demain, du coup, parce qu'on est sur l'étape de demain, on va revenir un petit peu aussi sur l'étape d'aujourd'hui, mais pour demain, je mettrai encore Ghana dans les favoris. Ah ouais? Ouais, il a été très impressionnant aujourd'hui. Alors j'ai très impressionnant. Je vous mets le profil de l'étape Ghana, de demain. Ça reste Pipo Ghana, mais toute l'équipe est avec lui. Oui, c'est vrai qu'il a tout le monde derrière. Il a tout le monde derrière lui. Pourquoi pas emmener ce maillot bleu jusqu'au bout? Ouais, je le vois pas à la victoire. Hein. En vrai, vu le profil d'étape, c'est quand même plutôt une étape de puncher. Ça finit plat, mais si les mecs ils les ont ça commence dur. Hein. Ça commence dans le mal. Tu crois vraiment que dès le début ça va ils vont laisser peut-être partir une échappée, mais ouais, mais pour des vrais punchers, tu vois, ça c'est des étapes de profil à la Julien Alaphilippe typiquement. Dommage il est sur le Paris-Nice. Ouais, dommage il est sur le Paris-Nice, mais là il aurait eu un truc intéressant, tu vois, ça part fort direct, un peu de replat là où on peut creuser, on remonte, on repart fort, là on punch, et là après on visse et on fait une échappée à 8, et c'est là où on commence à se regarder. Normalement on peut finir avec 5 minutes d'avance sur un peloton sur une genre d'étape comme ça. C'est pour ça que j'ai mis Romain Grégoire moi dans mes favoris. Ouais, Romain Grégoire, ouais, ça pourrait. Qui a bien roulé aujourd'hui, qui est sur une belle saison. Depuis le début de saison, il roule pas mal. Il y a 2 victoires d'étape, je crois. Enfin, 2 victoires, notamment. Bon, une victoire un peu tronquée, hein, c'est la victoire où tout le monde se gourre. Oui, ouais, mais bon. Bon, c'est une victoire quand même. Il y a le Tour de l'Algarve aussi où c'est aussi arrivé, où tout le monde s'est gouré. Et là, en plus, c'est Milan qui. Non, c'était qui? Ils n'ont pas mis de classement sur celle-là. Ouais, je trouve ça un peu vache en fait. Hein. Ah ouais. Polémique, moi je trouve ça un peu vache. Le mec, il a su lire sa course en fait. Il y a Vingegaard aujourd'hui qui disait que si ses gosses voulaient faire du vélo professionnel, il est dans l'état actuel des choses, j'aimerais pas qu'ils en fassent.
Il y a des mecs qui courent comme s'ils n'avaient pas de frein, qui ont oublié qu'ils avaient des freins, qui savent plus lire une roadmap. On prend des risques inconsidérés dans des virages pour finalement se tromper de route. Donc il dit, il y a un moment, il faut qu'on... Enfin, oui, les organisateurs ont des soucis, oui, il y a des problèmes, non, mais il dit, nous aussi, en fait, il y a un moment, il va falloir qu'on rebranche un peu 2 3 4 dans notre cerveau, quoi. Voilà, et moi, je trouve que sur cette première étape du Tour de l'Algarve, avoir annulé le classement, bah, en fait, c'est pas fair play. C'est pas fair play pour ceux qui se sont pas gourés en tout cas. Ouais, ouais. Parce que finalement ça reste du sport. Donc, Bah oui, oui. tu te gourres, tant pis Tu pour te toi. gourres, tu te gourres. Enfin, moi, je Voilà. me souviens avoir vu un gros glitch aussi se planter de route sur une arrivée du Tour de France, aller suivre sa voiture qui part du côté des voitures, puis sortir, faire demi-tour et revenir. Ça n'a pas eu d'incidence sur sa victoire d'étape. Ça a peut-être eu un peu d'incidence sur son avance sur le GC, mais voilà, il y a un moment, en fait, il faut juste travailler normalement, en fait. Et justement, c'est intéressant que tu dises ça parce que je me suis fait une remarque en regardant. Donc c'était il y a l'étape il y a 2 jours où il y a une grosse chute, celle où justement Sénéchal a dû abandonner. Ouais. Et donc le peloton s'éclate vraiment en 1000 morceaux. Et on voit tout le monde en fait derrière la voiture en train de vouloir remonter du coup sur le peloton. Et je sais pas, je me dis pourquoi on l'interdit pas en fait, pourquoi on met pas de pénalité avec les cartons jaunes en plus qui sont sortis maintenant. Pourquoi ils sont tombés. Bon, c'est dommage, mais pourquoi on autorise à chaque fois qu'il y a une chute, on autorise entre guillemets parce qu'on dit rien en fait. Ouais, parce que non, en plus, c'est pas complètement autorisé. Hein. Si tu remontes trop sous abri, tu prends des sanctions. Tu peux prendre. Franchement, il y a C'est Demi Vollering qui s'était fait sanctionner pour être remonté un peu trop sous abri et pris par la caméra sur un Tour de France femmes, il me semble en 2023. 2023, 2024. Peut-être 2024 l'année dernière après sa chute où elle revient. Et en fait, elle se prend 40 secondes de pénalité sur le général. Et en fait, c'est pas autorisé, c'est toléré. Effectivement, il y a un peu un flou là-dessus. Après, à l'entraînement, les mecs, ils le font, hein, rouler sous abri. À l'entraînement, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même des professionnels qui ont l'habitude de rouler sous abri. Oui, donc je vois pas pourquoi on leur ça fair interdit. play sur le côté. Bon bah tant pis, t'es tombé. C'est dommage pour toi. Ouais, après, moi, je me suis posé la question aussi. derrière, Chute dans les peut te 3 derniers cravacher, quoi. kilomètres, on gèle les temps. Dans les 3 derniers kilomètres, quand t'es sur du sprint, je peux comprendre que, allez, on gèle. Même si c'est vrai qu'au début, au moment où je me suis intéressé au vélo, je trouvais ça bizarre. Ouais, moi, Bah, ça il m'a chute, ça il m'a chute. ça m'a grave surpris en fait. Je sais pas Mais quoi c'est en une penser. question un en petit fait. peu, Ouais, je comprends. C'est surtout celle-là, la question des 3 derniers kilomètres. Qu'est-ce qu'on fait quand on joue un classement général? Est-ce qu'on laisse les sprinteurs après jouer à partir de 3 kilomètres? Tous ceux qui jouent le classement général, Oui, on de se toute relève. façon, ouais, ils peuvent se relever. On en parle souvent de Enfin, c'est ça. surtout s'il y a une chute, ils sont classés dans le temps du groupe avec lequel ils étaient Voilà. au moment de la chute. Mais par contre, s'ils prennent 2 minutes dans les 3 dernières bornes, ils ont pris leurs 2 minutes. Après, en général, quand on est en 3e semaine, les sprinters, c'est pas ceux qui vont être inquiétants sur le classement général. On est bien d'accord, ça a peu d'incidence. Moi, je vois plutôt ça sur les classiques en fait. Oui. Sur les classiques, moi, ça me pose un peu plus de problèmes, cette attitude, ce truc. Après, pour en revenir à ta question, remonter dans les voitures, moi, j'aimerais bien déjà qu'on s'intéresse un peu plus aux bidons qui collent que à Effectivement, remonter ouais, sous abri, quoi. Enfin, les bidons qui collent, il y a des fois, c'est grave abusé. Je sais pas comment on peut faire, hein. Mais parfois, moi, j'en ai vu, t'en vois qui arrivent à. C'est là en début d'année, ça s'est vu sur la Loula-Tour, où en fait, il y en a un et il prend appui sur son bidon pendant au moins 200 mètres dans une pente à 8%. Enfin, il y a un moment, 200 mètres à 8%, bah, ça change toute la physionomie de ta capacité à donner des watts. C'est un débat qui mériterait presque une émission entière, je pense. Après, on en a d'autres choses dont on doit parler. Après, voilà, si tu as fini un petit peu avec l'actualité Paris-Nice, moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les classiques du week-end. Ouais, j'ai même pas regardé le calendrier, mais. Il y avait l'Estrade Bianche. Du week-end, de ce week-end-là, ouais, du le week-end précédent, précédent, ouais. Ouais. Où on a quand même eu un gros show de Pogacar. Bah justement, tu m'avais dit que tu voulais parler du Stradé et moi j'étais là, mais
Qu'est-ce que tu veux raconter sur le Bah, Strade? moi, c'est surtout Qu'est-ce que chez tu veux les dire? femmes. Ah, sur les femmes. Ah, et les Strade Bianche Donna, quoi. Ouais. Qui Mais pour c'est vrai moi que chez est. les hommes, il n'y a pas grand chose à dire. Chez les hommes, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a un Pidcock qui est fair play, qui attend le retour de Pogacar. Moi, je sais pas si à un moment avec Pogacar on doit la jouer fair play. Après, je suis pas un très grand fan de Pogacar, donc s'il prend des tirs, moi ça me dérange pas. Sa chute est pleinement de son fait. Il a, voilà, il a mal calculé, il vient trop vite, il tombe. Après, ils partent à 2 avec, enfin à 3, puis à 2 avec Pidcock, et puis il lâche Pidcock à 20 km de l'arrivée et il finit solo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a rien à dire. Y a Soit rien il est à dire. impressionnant, soit il est dopé. Soit il est dopé, mais. Soit il est les deux. Mais Parce que c'est malgré tout, impressionnant. il reste impressionnant même en étant dopé. Enfin, voilà. Je sais pas. Franchement, il est inarrêtable. C'est le nouveau Eddy Merckx. C'est un cannibale, quoi. C'est le petit Ouais. cannibale, quoi. C'est l'impression. Le cannibale slovène. Après, il a quand même une certaine classe, puisqu'il répond aux journalistes qui n'arrêtent pas de lui dire qu'il est le premier à gagner avec le maillot de champion du monde. L'Estrade Bianche, il dit ben non, je suis pas le premier. L'année dernière, il y a Lotte qui l'a fait. Alors Lotte, c'est Lotte Kopecky de la SD Works, la Belge, qui est encore championne du monde cette année. Et qui effectivement l'année dernière a gagné l'Estrade Bianche avec le maillot arc-en-ciel, faisant d'elle la première coureuse à gagner l'Estrade Bianche avec le maillot de champion du monde. Non, moi ce qui m'intéressait ce week-end, c'était la course avant la course. Le Strade Bianche Donna, là, celui des femmes. Alors la course est un peu plus courte, c'est pas exactement le même parcours, il est un petit peu tronqué, il est Raccourci. un peu moins long, mais c'est le la même arrivée, final. C'est le même final. C'est ouais. exactement le même final. En fait, c'est la même course, mais qui doit être raccourcie de 70 bornes, quelque chose comme ça, puisque l'UCI n'autorise pas la même distance maximale entre les courses femmes et les courses hommes, comme l'UCI n'autorise pas les courses à étapes d'autant de jours. Enfin, non, c'est. D'accord. En fait, il y a eu. Ça, c'est encore un bon gros bout de sexisme latent dans le vélo qu'il va falloir un peu enlever. C'est qu'on pense que les femmes ne sont pas capables de se manger les mêmes semaines que les hommes. Aujourd'hui, avec les équipes qu'il y a, le pognon qu'il y a, la formation qu'il y a, elles arrivent à être professionnelles pour certaines. Les professionnels peuvent largement manger les mêmes calendriers que les hommes. Puis finalement, qu'est-ce que ça changerait de leur mettre le même nombre de jours? Ça changerait rien. Bah, pour des gens qui ne sont pas professionnels, c'est un peu plus compliqué de se libérer du temps. Faut voir avec les D'accord. employeurs. C'est ce genre de truc. Il y a quand même beaucoup moins d'équipes World Tour et professionnelles et qui ont du mal aussi à trouver des sponsors et à survivre. Enfin, tu vois, par exemple, Marlène Reusser qui était à la SD Works, elle est médecin et en dehors elle choisit ses courses et en dehors des courses, elle exerce son métier de médecin. D'accord. Il y en a plein qui ont des métiers à côté. On est encore sur essentiellement un sport amateur ouais, semi-pro et amateur. Il y a très très peu d'équipes où c'est 100% professionnel. Même tu vois, la SD Works où on aurait pu être 100% professionnel, elles exerçaient encore certaines de leur métier. La FDJ, je crois qu'elles sont 100% professionnelles. D'ailleurs, la Groupama FDJ, très 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 bonne pioche avec Demi Vollering. Hein. Et alors moi, c'est ce drama du cyclisme féminin qui me fascine cette année, c'est le retour de Anna van der Breggen, qui était sur route lorsque Demi Vollering a commencé la route, il y a 4-5 ans, qui est arrêtée, qui est devenue la directrice sportive de la SD Works pendant 3 ans, et qui l'année dernière a décidé de dire je reviens sur la route, je vais montrer les crocs. Alors en plus Anna van der Breggen, elle n'est pas toute jeune, elle a plus de 30 ans. Hein. Et elle décide de revenir sur la route et de revenir dans l'équipe dont elle était la directrice sportive. Ce qui n'aura pas échappé aux gens qui suivent un peu le vélo féminin, c'est que l'année dernière, il y avait une sacrée tension au sein de la SD Works. Et on avait l'impression que Demi Vollering était complètement esselé, que ça se tirait dans les pattes. Il y avait de très très grosses leaders qui avaient des grosses ambitions toutes, et avec la pression d'une Anna van der Breggen qui revenait, qui est magistrale. Anna van der Breggen, c'est je crois le plus gros palmarès du vélo féminin après Gianni Longo, quoi. D'accord. Même Marianne Vos n'a pas le même palmarès. Enfin, Anna van der Breggen, elle plie le game à Rio en 2012. Enfin, elle est monumentale. Il y a Annemiek van Vleuten qui doit être à peu près aussi forte. Alors ouais, alors si vous voulez regarder le vélo féminin, il faut apprendre à parler batave. Le top 20 des coureuses, c'est des Hollandaises. C'est comme ceux qui suivent le cyclocross, quoi.
Ouais, alors le Féminin et cyclocross, il y a un peu de masculin belge encore, mais chez le Ouais. féminin, il y a beaucoup, Clairement de. de c'est- hollandaise. Et donc, du coup, Demi Vollering a été récupéré par la FDJ, et moi j'attendais beaucoup de voir les duels Vollering-Anna van der Breggen, et ce final des Strade Bianche, où en fait, bah, déjà la FDJ a fait une course d'équipe absolument incroyable pour mettre Demi Vollering dans les meilleures conditions. Elle s'en va en échapper sur les 10 dernières bornes avec Anna van der Breggen et elle la lâche dans la montée finale en lui mettant un coup d'estoc mais assez incroyable. Elle n'a jamais pu revenir. Elle a jamais pu revenir et elle finit devant et elle lâche un de ses come on sur la ligne d'arrivée, genre tu vois, tu m'as poussé hors de l'équipe et bah je garde la niaque et je garde le lead, et c'est ça et pour moi la saison 2025 de vélo féminin va être absolument incroyable parce qu'on a aussi le retour de Pauline Ferrand-Prévot Voilà, je voulais revenir aussi sur les Françaises parce que qui les a Françaises ont été là sur l'estrade. ouais, et puis qui a pas fait Pauline Ferrand-Prévot qui a pas été sur route depuis 7 ans, qui revient sur sa première classique, sa première vraie course et qui fait troisième quoi. Très impressionnant. Et alors Elle après, est- est-ce que c'est pas aussi un peu sa spécialité parce que le Strade Bianche c'est peut-être la course qui se rapproche le plus du cyclo. Non. Non, Non. non, non, il y a le Paris-Roubaix. Vous voyez. Il y a le Paris-Roubaix qui est beaucoup plus Ouais. proche d'un cyclocross. Et puis non, surtout Pauline Ferrand-Prévot était très 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 forte en route. Elle avait quitté la route parce qu'il n'y avait pas de volonté à l'époque à la Rabobank de développer le cyclisme féminin. Elle avait l'occasion d'aller avec la Ineos du côté du VTT. Elle est partie là-dessus. La Ineos lui a fait confiance. Après, la Ineos n'a jamais voulu refaire de vélo féminin. Donc elle est revenue à la Visma. Et ce qui est drôle, c'est que Pauline Ferrand-Prévot revient à la Visma et le sponsor Rabobank revient à la Visma. Donc elle quitte une équipe pour revenir dans la même équipe. Je trouve ça Petit clin d'œil. assez chouette, assez drôle. Voilà. Non, et puis après, une très belle quatrième place aussi de Juliette Labou. Ouais, qui a bien aidé quand même. Qui a été l'une des lieutenantes de la victoire de Demi Vollering, Ouais, avec clairement. aussi Evita Music, avec Marie Lenette. Enfin voilà, si vous voulez suivre une équipe française qui fait plaisir à regarder, mais regardez la Groupama, enfin la Et FDJ suivez Suez, le cyclisme féminin. et suivez le cyclisme féminin. Pour moi, c'est actuellement celui qui a le plus de suspense, c'est le plus beau des cyclismes à regarder. Ouais. Et elles n'ont rien à envier aux hommes, elles vont à des vitesses incroyables. Il y a un petit Exciter qui est sorti là d'une vidéo embarquée à l'intérieur. On les voit, elles se dessapent dans des virages à 40 à l'heure sur les Strade Bianche. Enfin, elles font des bunny up sur des meufs qui sont au sol en passant par-dessus. Enfin, t'as Demi Vollering qui enlève son boîte-mètre pendant qu'elle est en train de faire une relance. Enfin, elles ont l'habilité des hommes, elles n'ont rien à envier aux hommes. Et il y a quelque chose qu'il n'y a pas chez les hommes, c'est qu'il y a du suspense. C'est Voilà. vrai que le suspense a un peu été un peu tué chez les hommes. Justement, pour ceux qui veulent suivre le cyclisme féminin, c'est quoi les prochaines grosses Et échéances? bah là, c'est les mêmes classiques que chez les hommes. En D'accord. gros, il y a le même calendrier. le Ouais. même Là, jour. c'est même jour ou la veille. Ça va y avoir le Tour des Flandres. Va y avoir l'Amstel Gold Race, le Paris-Roubaix. Le Paris-Roubaix, c'est la veille. Le Tour des Flandres, c'est juste après. Là, alors souvent, les courses belges, les féminines se courent après les hommes. En Italie, les féminines se courent avant. Et en France, elles se courent la veille ou sur un autre calendrier. Et c'est exactement le même calendrier, on va dire, du SIA World Tour. Donc, toutes les courses SIA World Tour ont leur équivalent féminin. Non, pas toutes. Pas toutes. Par exemple, la Vuelta est revenue que l'année dernière. Il y a un Giro Donna aussi qui commence à reprendre un peu en masse parce que par exemple le Giro Donna avant c'était que 3 étapes. Là l'année dernière ils sont montés à 5. Cette année je crois qu'ils passent à 7. Donc on sent aussi qu'il y a un vrai attrait pour le cyclisme féminin de la part des promoteurs de courses. Et peut-être aussi qu'il y a un peu plus de sponsors qui viennent et puis il y a un public à aller chercher en fait. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui, en voyant des exemples de femmes qui sont fortes, ont envie d'en faire. On voit des gammes de vélos qui commencent aussi à sortir. On s'intéresse à l'anatomie féminine, ce qui permet aussi de s'intéresser à l'anatomie masculine, notamment sur les placements du périnée, enfin sur les selles. Il y a un travail à faire énorme sur la selle. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et ouais, pour l'instant, là, on va avoir en gros à peu près le même calendrier. Alors tout le monde ne s'engage pas de la même manière. Elles n'ont pas le droit de faire le même nombre de courses que les hommes dans l'année. Par exemple, il n'y a pas de Tirreno Adriatico féminin, il n'y a pas de Paris-Nice féminin, mais Donc, le calendrier UCI n'est pas encore équivalent. ouais, et puis après il faut les moyens. Là où on voit aussi que même chez les hommes, il y a des courses qui disparaissent.
Il faut pouvoir avoir l'orga, enfin ça coûte de l'argent, il y a trouver les bénévoles, trouver éventuellement du salarié pour tout faire. Enfin, et puis on va avoir un très très beau Tour de France cet été aussi, avec qui est encore rallongé d'une journée. D'accord. Et le Tour de France, c'est pour le coup avec Marion Rousse, pionnier dans la reconquête du cyclisme féminin sur les routes. Très bien, très bien.